Dans les années 80, les habitants de Los Angeles sont terrorisés. Le rôdeur nocturne tue des dizaines de personnes dans leur propre maison ou appartement. Et ce rôdeur, c'est Richard Ramirez. Mais à l'époque, personne ne sait qui il est, ni combien de temps il va encore sévir. Aujourd'hui, découvrez comment l'un des plus grands tueurs en série a été arrêté dans cette nouvelle Aurora. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Aurora. En ce mois d'octobre et donc d'Halloween, on va découvrir ensemble plein de tueurs et de tueuses en série et aujourd'hui on s'attaque à l'un des plus grands tueurs en série. Il est extrêmement connu, son histoire est extrêmement connue aussi, donc si vous êtes un fanat ou une fanat de True Crime, je ne sais pas si vous allez découvrir grand chose aujourd'hui, mais ça ne fait jamais de mal de revoir ces classiques. Et puis, à mes yeux, ce n'est pas si grave de répéter encore et encore ces histoires, ne serait-ce que pour ne pas oublier. Surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais qu'on est un peu dans une vague de glamour et de romance à propos de la vie des tueurs en série. Je pense que la série sur Dahmer a énormément joué, mais même si les séries sont très bien faites, n'oublions pas que derrière ça, ce sont des vraies vies, des vrais gens, des vraies familles brisées, et que ce n'est pas parce qu'un tueur en série est soi-disant beau que ça enlève toute l'horreur des actes qu'il a commis. D'ores et déjà, dites-moi ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. J'en ferai peut-être une vidéo un jour ou alors un live sur YouTube pour qu'on débatte ensemble sur la fascination autour des tueurs en série. Évidemment, je ne jette pas la pierre, je suis parfois fascinée par des histoires, mais c'est plus tout le background, comment ça a été fait, pourquoi, qui me fascine, et pas tellement le tueur en lui-même. Enfin, il y en a qui quand même tombent amoureuses et amoureux. Et concernant Ramirez, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises à ce niveau-là, puisque c'est l'un des tueurs en série qui a le plus de fans. Bref, on va voir tout ça en long, en large et en travers, tous ensemble aujourd'hui. Si vous êtes content de me retrouver dans ce contenu, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à exploser le compteur des likes. Merci à chaque personne derrière son écran qui le fait. Peut-être que pour vous, c'est juste des mots, mais je vous assure que c'est pas juste des mots, ça me touche énormément, ça m'encourage beaucoup. Donc merci. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et comme ça vous ne raterez pas les prochaines Aurora. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Comme d'habitude, voici les trigger warnings de cette vidéo. Aujourd'hui, il y aura énormément de violence. On va aussi parler d'agression sexuelle et de drogue. Dans cette Aurora, pas de mystère, on sait d'ores et déjà qui est le tueur, Richard Ramirez, mais on va commencer par voir ensemble comment était son enfance, quel était le contexte familial et ce qui pourrait peut-être expliquer ce qui fait qu'il a été ce qu'il a été. Richard Ramirez est né le 29 février à El Paso, dans l'état du Texas. Il est issu d'une assez grande famille puisqu'il fait partie d'une fratrie de 5 enfants. Et lui, c'est le petit dernier. Son père, Julian, a été policier à Juarez, au Mexique. Mais toute la famille Ramirez déménagera au Texas car Julian trouve un nouveau travail. Celui-ci avait à cœur de subvenir aux besoins de sa famille. Il n'était en fait pas très à l'aise financièrement. En apparence, on peut donc penser que c'était un bon père. Mais détrompez-vous, ça ne l'empêchait pas d'être parfois violent avec ses 5 enfants et sa propre femme. Il avait vraiment de sacrés soucis avec la gestion de sa colère. Richard Ramirez en gardera même une cicatrice au front après que son père lui fracasse un meuble dessus à l'âge de 2 ans. Certains disent que le meuble lui est tombé dessus. Moi, je trouve que quand on connaît un petit peu le contexte familial, ça ne serait pas étonnant que la version où c'est son père qui lui fracasse le meuble dessus soit la bonne. Vers ses 5 ans, Ramirez subira un autre choc à la tête puisqu'il se prendra une balançoire dans le crâne. Et à cause de ces 2 blessures au crâne, il aura parfois des crises d'épilepsie. À partir de ses 12 ans, Ramirez passera une grande partie de son temps avec son cousin Miguel, qui est plus âgé. Je pense que c'était pour éviter de passer du temps dans sa maison familiale où ça ne se passait pas très bien. Et ce cousin, plus âgé,
deviendra la première mauvaise fréquentation de Richard Ramirez. Miguel, en fait, il avait fait la guerre du Vietnam et je pense, c'est à 99% sûr, qu'il souffrait d'un syndrome post-traumatique, comme beaucoup de vétérans à l'époque et surtout au vu de son comportement. Par exemple, il racontait à Richard en détail, qui avait seulement 12 ans, les viols et les meurtres des femmes qu'il commettait au Vietnam. Il appuyait même parfois son récit avec des photos qu'il avait prises lui-même. Et pour couronner le tout, les deux avaient pris pour habitude de fumer de la marijuana ensemble. Le 4 mai 1973, alors que Richard est chez son cousin Miguel, celui-ci se disputera violemment avec sa femme. Miguel tirera alors une balle dans la tête de sa femme avec un calibre 38 et la tuera, tout ça devant Richard Ramirez. Suite à ce drame, Miguel sera jugé instable psychologiquement et n'ira donc que 4 ans dans un hôpital psychiatrique. Il n'ira pas en prison. À cette période, Ramirez ne peut donc plus se réfugier chez son cousin. Et pour parfois éviter de dormir chez lui, il ira dormir dans des cimetières. Donc, toujours dans le but d'éviter le plus possible la maison familiale, Ramirez ira ensuite vivre chez sa sœur, Ruth, et son mari, Roberto. Malheureusement, Roberto, le beau-frère de Richard, contribuera à faire de lui un futur meurtrier, parce qu'il en tenait une couche aussi. Roberto, c'était en fait un voyeur. Il adorait espionner les gens et il emmènera plusieurs fois Richard espionner les voisins, surtout les femmes, à leurs fenêtres. Et c'est à cette période que Richard Ramirez il commencera à s'intéresser au sexe, mais aussi au satanisme. Ouais, les deux en même temps. Donc, selon moi, c'est vraiment à ce moment que son cerveau, il a commencé à faire des associations qui n'étaient pas très saines. Lorsqu'il est en âge de travailler, Richard trouve un job étudiant dans un hôtel et son poste lui permettait de prendre les clés des clients et de les voler dans leur chambre quand ils étaient absents. Mais il va encore plus loin le jour où un couple est dans ce fameux hôtel. Alors que l'homme s'absente, Richard tentera de violer la femme. Fort heureusement, son mari rentrera à temps et la sauvera. Évidemment, Richard perd son emploi. Encore heureux, il décidera d'arrêter ses études au même moment et se mettra à consommer de la cocaïne régulièrement. À l'âge de 22 ans, Richard quitte le Texas et emménage à San Francisco. Le 10 avril 1984, alors qu'il séjourne dans un hôtel, Richard viole, bat, puis poignarde à mort une petite fille de 9 ans dans le sous-sol de l'hôtel. Et il ne sera pas arrêté car à part un peu d'ADN, il ne laissera pas d'indices derrière lui. Et à l'époque, l'ADN, c'était pas exploité comme aujourd'hui. D'ailleurs, cet ADN ne matchera qu'en 2009. 2 mois plus tard, le 28 juin 1984, il s'attaquera cette fois-ci à Jenny, une femme âgée de 79 ans. Il l'assassinera dans son appartement, celui de Jenny, à Glassell Park, situé à Los Angeles, en la poignardant plusieurs fois à la tête, au cou, à la poitrine et en lui tranchant la gorge. Il la décapitera pratiquement. Et le fait qu'il soit passé par la fenêtre et qu'il ait tué sa victime chez elle, ça devient un peu son mode opératoire. Et c'est comme ça qu'il réussit à terroriser tout le monde. Les gens, ils ont peur d'être tués chez eux. Le 17 mars 1985, Richard s'en prend à nouveau à une femme, Maria, âgée de 22 ans. Il l'attaque alors qu'elle rentrait chez elle à Rosemead par le garage en lui tirant dessus au visage. Mais fort heureusement, elle survivra grâce aux clés qu'elle tenait dans ses mains et qu'elle a mis devant sa tête pour essayer de se protéger. Lui, la croyant morte, entrera ensuite dans la maison et tombera nez à nez avec la colocataire de 34 ans de Maria, Dale. Malheureusement, elle aura moins de chance que son amie puisqu'elle se cachera en entendant le premier coup de feu dans le garage. Donc elle se mettra derrière le comptoir de la cuisine, mais en voulant regarder où était Richard désormais, histoire de le situer dans la maison, elle se lèvera un peu de sa cachette
et Richard la verra. Il la tuera en lui tirant dessus également. C'est affreux comme j'imagine la scène et que c'est vraiment une scène digne d'un film d'horreur. Après avoir volé quelques bijoux dans la maison, Richard quittera les lieux et dans la même heure croisera une femme dans sa voiture. Dans le but de lui voler cette voiture, Richard la sortira de force et lui tirera 2 fois dessus avant de s'enfuir en courant, alors que de base, il voulait la voiture. Les habitants de Los Angeles avaient déjà très peur. Mais après 2 meurtres et une tentative lors de la même nuit, ils sont désormais terrorisés. 10 jours plus tard, le 27 mars à 2 h du matin, il s'introduit dans la maison de Vincent, 64 ans, et sa femme Maxine, 44 ans. Celle-ci se réveillera quand Richard tirera une balle dans la tête de Vincent. Il attache ensuite Maxine au lit, la menace en lui demandant où sont les objets de valeur, et ensuite il sort de la chambre. Maxine, elle réussit à se détacher et elle attrape rapidement le fusil caché sous le lit. Mais lorsqu'elle tire sur Richard, rien ne se passe. Le fusil n'était pas chargé. Encore une fois, scène digne d'un film d'horreur. Ramirez lui tirera alors 3 fois dessus avant de lui arracher les yeux avec un couteau de cuisine. Lors de ces meurtres, Richard fera malgré lui plusieurs petites erreurs, sûrement agacé et perturbé qu'une de ses victimes ait tenté de riposter. Il laissera les balles sur place, balles qui correspondent à d'autres crimes. La police peut donc enfin faire les liens nécessaires. Il y a bel et bien un tueur en série dans les rues de Los Angeles. Parce que nous, là, on connaît l'histoire. Mais à l'époque, les premiers meurtres n'étaient pas reliés entre eux. Il laissera aussi quelques empreintes, ainsi que les empreintes de ses chaussures dans le jardin. Ramirez s'introduira à nouveau dans une maison le 14 mai 1985. Il s'agit de la maison de Bill, 66 ans, et sa femme handicapée Liliane, 56 ans. Alors que Bill tentait d'aller chercher une arme pour se défendre, Richard lui tirera dessus. Ensuite, il l'attachera et violera Liliane. La liste des meurtres est super longue, c'est un tueur en série. Donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché, car on est loin d'avoir fini et je n'ai même pas mis la liste complète de tous les meurtres, ni les meurtres présumés. Le 29 mai 1985, il entre cette fois chez Mabel, 83 ans, et sa sœur Florence, 81 ans. Il trouvera un marteau dans la cuisine et battra Florence avec. Il attachera ensuite Mabel, puis trouvera une espèce de câble électrique et comme tout ça, ce n'est pas assez tordu, il donnera des décharges électriques aux 2 victimes. Ensuite, il violera Florence, mais les 2 sœurs survivront. Malheureusement, Mabel décédera des suites de ses blessures plus tard à l'hôpital. Et avant de quitter les lieux, Ramirez dessinera des pentacles. Et c'est à ce moment que les enquêteurs commenceront à comprendre l'adoration de Satan du tueur en série, qui à l'époque était toujours un inconnu. Le 2 juillet, il bat à mort Marie, 75 ans, qui était en train de dormir dans son lit, puis la poignardera avec un couteau de boucher trouvé dans sa cuisine. Le 5 juillet, il s'introduit chez Whitney, une jeune fille de 16 ans, et la matraque avec un démonte-pneu. Il tentera ensuite de l'étrangler avec le fil du téléphone, mais lorsque ce fil se mettra à faire des étincelles électriques, Ramirez s'enfuira, pensant que Jésus-Christ intervenait pour sauver la jeune fille. La famille de Ramirez, de base, elle était très religieuse, et donc je pense que Ramirez, lui, il s'est un peu rebellé contre ça, contre sa famille, en étant un adepte du satanisme. Mais c'est quand même assez fou de voir que ça a encore de l'impact sur lui, parce que quand il croit que Jésus est là pour sauver la jeune fille, il est terrorisé et il s'en va en courant, quoi. Donc cette petite contradiction, je la trouve assez folle. Le 7 juillet, il fait la même chose avec Joyce, 61 ans, mais il lui donnera également un coup de pied au visage, ce qui laissera une nouvelle empreinte de son pied. La même nuit, il s'attaquera à Sophie, 63 ans, en la menottant et l'agressant. Et il lui demandera où sont cachés ses bijoux,
tout en lui faisant jurer sur Satan qu'elle ne mentait pas. Le 20 juillet, il tuera ensuite Max, 68 ans, et Leila, 66 ans, dans leur sommeil avec une machette avant de leur tirer une balle dans la tête. Lors de cette même nuit, vers 4 heures du matin, il fait la même chose à un autre couple dans leur maison et viole la femme. Cela réveille leur petit garçon âgé de 8 ans seulement, qui sera traîné d'une pièce à l'autre par Ramirez pour qu'il lui montre les objets de valeur, tout en lui faisant jurer sur Satan qu'il ne mentait pas. Après avoir été laissé là, attaché par Ramirez, l'enfant a pu aller alerter les voisins. Je vous avais prévenu, la liste est vraiment très longue. Le 8 août, Ramirez s'attaquera à Sakina, 27 ans, et Elias, 31 ans. À nouveau, il tue l'homme d'abord, puis ordonne à Sakina de lui dire où sont les objets de valeur, tout en jurant sur Satan. Le 24 août, il s'introduit dans une maison où se trouvait un garçon de 13 ans, James. Et à l'époque, comme tout le monde parle du Night Stalker, du tueur en série qui rôde la nuit dans les rues, James, même s'il n'a que 13 ans, connaît cette histoire. Donc quand il commence à entendre les pas dehors, il comprend tout de suite que c'est le tueur en série. Il court réveiller ses parents, qui font alors immédiatement énormément de bruit pour montrer qu'ils sont réveillés. Ramirez prendra alors ses jambes à son cou. Bah ouais, c'est plus facile de s'attaquer à des gens qui dorment, non? Il s'enfuira à bord d'une voiture volée, dont la description sera donnée à la police par le garçon de 13 ans, qui, dans un éclair de courage et de lucidité, a couru dehors avec un bloc-notes. Il a noté toutes les infos sur la voiture, la couleur, la marque, la plaque d'immatriculation, et grâce à ça, la voiture est retrouvée 4 jours plus tard avec des empreintes. Après ça, Ramirez ira chez Bill Carnes, 30 ans, et sa fiancée Inès Erickson, 29 ans, pour, comme à son habitude, les voler et les tuer. Après avoir tiré 3 fois sur Bill, qui fort heureusement survivra, et volé tout ce qu'il pouvait dans la maison, Ramirez violera Inès avant de la laisser pour morte. Mais elle survivra. Grâce au petit James qui a identifié la voiture et le témoignage de Inès, le rôdeur nocturne est à 2 doigts d'être identifié. On a une description physique très détaillée et désormais une empreinte qui tourne dans les fichiers d'identification. Le 29 août 1985, un nom en ressort enfin, Richard Ramirez. Le suspect serait un certain vagabond du Texas de 25 ans. Les autorités organiseront alors une conférence de presse où ils lui parleront directement tout en diffusant sa photo pour la première fois. Il se dirait, pour la petite histoire, que juste avant de se faire arrêter, Richard Ramirez aurait séjourné au Cecil Hotel. Si vous aimez le true crime, le paranormal, etc., vous connaissez sûrement cet hôtel maudit. On en avait notamment parlé quand je vous avais raconté l'histoire d'Elisa Lam il y a 4 ans. C'était pour la petite anecdote. Le 30 août 1985, Richard Ramirez s'enfuira chez son frère dans l'Arizona en bus. Mais il changera d'avis en cours de route et fera demi-tour. D'autres disent qu'il a été jusque là-bas, mais que son frère n'était pas à la maison. Quoi qu'il en soit, en rentrant le lendemain, Ramirez s'aperçoit que sa photo est littéralement imprimée sur tous les journaux. Dans la panique et en tentant de voler la voiture d'une femme sur la route, il se fait arrêter par d'autres gens qui veulent aider et sauver cette femme. Il s'enfuit à nouveau en courant et se retrouve dans un quartier assez difficile à l'est de Los Angeles, où il y a plusieurs organisations et plusieurs gangs. Lorsqu'il tente à nouveau de voler une voiture, les citoyens sur les lieux l'en empêchent et eux, clairement, ils sont pas là pour rigoler. En plus de ça, comme sa photo était diffusée partout, forcément, ils l'ont reconnu. Donc ils vont le frapper avec une barre en métal, sans relâche, jusqu'à ce que la police arrive. Richard Ramirez, le Night Stalker, après avoir terrorisé toute la Californie, est enfin arrêté.
Vient ensuite le procès de Ramirez. Il arrivera à la première audience, puisque aux États-Unis, quand il y a un procès, parfois il y a plusieurs audiences avant. Il arrivera à la première avec des pentacles dessinés sur les mains. Et il se fera une joie de montrer ça aux caméras des médias. Ramirez, c'est un personnage assez show-off, qui aime bien se montrer, faire parler de lui, et il donnera d'ailleurs beaucoup d'interviews par la suite. Le 3 août 1988, les employés de la prison dans laquelle Ramirez était enfermé témoigneront dans la presse. Selon eux, Ramirez aurait prévu de tuer le procureur lors du procès. Donc déjà que c'était un procès très attendu, très médiatisé, avec les menaces en plus, c'était vraiment tout un bordel de sécurité. Donc évidemment, ils fouilleront tout le monde lors des audiences, etc. Mais le 14, l'audience ne peut pas avoir lieu. L'une des membres du jury est retrouvée morte, abattue dans son propre appartement. Et forcément, ce n'est pas sans rappeler le mode opératoire de Ramirez. Mais c'est en réalité le compagnon de cette femme qui l'a assassinée. Cette femme sera alors remplacée par une autre femme dans le jury, Cindy, qui n'est autre qu'une fan. Là, vous devez vous dire « Mais what the fuck, Auria, mais qu'est-ce que tu racontes? Une fan ?» Eh bien oui, vous ne rêvez pas, Richard Ramirez avait énormément de fans. Je pense que c'est l'un des tueurs en série qui avait le plus de groupies, dont beaucoup de femmes qui étaient totalement amoureuses de lui. Et la raison, c'est qu'il était apparemment très beau. Les goûts et les couleurs, c'est une autre histoire, mais en tout cas, je pense que Ramirez était un personnage extrêmement sûr de lui et que forcément, la confiance en soi, ça dégage un certain charme. Attention, je ne dis pas qu'il est charmant, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il recevait énormément de déclarations d'amour en prison, de demandes en mariage, de lettres de fans, etc., etc. Il finira par tomber amoureux de l'une de ses fans, Doreen, qu'il épousera le 3 octobre 1996 en prison. Mais elle finira par le quitter quand elle apprendra qu'il a aussi tué des enfants. Genre, elle s'en était pas rendue compte avant le mariage. Bref, revenons-en au procès et à la fan de Ramirez dans le jury. Heureusement, elle ne fera pas du tout le poids lors des délibérations. D'ailleurs, Ramirez lui en voudra, puisqu'il avait bien compris que dans le jury, il y avait une fan de lui. Et le 30 septembre 1989, après avoir commis 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 viols et 14 vols avec effraction, Richard Ramirez est condamné à la peine de mort par chambre à gaz. Et voici ce qu'il déclarera quand il sera reconnu coupable. Ce n'est rien que vous puissiez comprendre, mais j'ai quelque chose à dire. En fait, j'ai beaucoup à dire, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps ou ma salive. Enfin, comme ce qui est dit de ma vie, il y a eu des mensonges dans le passé et il y aura des mensonges dans le futur. Je ne crois pas aux dogmes moralistes et hypocrites de la société soi-disant civilisée. Je n'ai pas besoin de regarder cette cour pour n'y voir que les menteurs, les haineux, les tueurs, les escrocs, les lâches paranoïaques, les vrais parasites de la Terre, chacun dans sa profession juridique. Vous êtes des larves, vous me rendez malade, hypocrites tous autant que vous êtes. Et personne ne sait ça mieux que ceux qui tuent pour la politique, clandestinement ou ouvertement, comme le font les gouvernements du monde qui tuent au nom de Dieu ou d'un pays ou quelques raisons qu'ils estiment appropriées. Je n'ai pas besoin d'entendre toutes les rationalisations de la société, je les ai toutes entendues avant et le fait est que ce qui est. Vous ne me comprenez pas. Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez. Vous n'en êtes pas capable. Je suis au-delà de votre expérience, je suis au-delà du bien et du mal. Légion de la nuit, engeance de la nuit, ne répétez pas les erreurs du Night Stalker et ne montrez aucune pitié. Je serai vengé. Lucifer réside en chacun de nous. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette déclaration dans les commentaires. On est évidemment d'accord pour dire qu'il était malade, qu'il méritait une lourde peine, qu'on soit pour la prison à vie ou pour la peine de mort. Mais dans sa façon de parler, dans son discours, on comprend quand même que
Il est pas si bête que ça, Ramirez. C'est mon avis, encore une fois, je dis pas il est super, machin et tout, pas du tout, hein. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce discours et qu'est-ce que vous en comprenez. En tout cas, après avoir été enfermé 23 ans, en attendant sa peine de mort, Richard Ramirez finira par mourir d'un lymphome à l'hôpital. J'espère que si vous ne connaissiez pas forcément l'histoire de Richard Ramirez, grâce à cette Auroria, vous comprendrez mieux pourquoi c'est l'un des tueurs en série les plus connus du monde. Il était vraiment persuadé d'être une espèce de démon qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur les êtres humains. Et pour lui, la vie des autres, ça valait pas grand-chose. Il aimait tuer et comme il l'a dit, il aimait voir la vie s'éteindre dans les yeux de ses victimes. Cette histoire, en tout cas, a pris tellement d'ampleur à l'époque que le groupe AC/DC avait dû annuler plusieurs concerts, accusé par des groupes fondamentalistes religieux d'avoir influencé Ramirez, puisque celui-ci a affirmé écouter en boucle l'une de leurs chansons dans la voiture quand il cherchait ses futures victimes. Eh bien écoutez ma team YouTube, j'espère vraiment que cette Auroria vous a plu, que vous en aurez peut-être appris un peu plus sur ce tueur en série. D'ailleurs, j'en profite, pour lancer un débat, même s'il y a beaucoup d'études, etc. qui sont faites là-dessus. Est-ce que vous pensez que si le contexte familial de Ramirez et s'il n'avait pas eu ces deux très mauvaises fréquentations, il aurait pu devenir quelqu'un d'autre? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires là-dessus. C'est toujours un plaisir de lire ceux qui prennent le temps d'écrire sous chaque vidéo. Merci beaucoup d'ailleurs si vous le faites. Dites-moi aussi dans les commentaires l'avis de quel autre tueur ou tueuse en série vous aimeriez qu'on voit ensemble. Et si ce contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, 10 h, pour une nouvelle Auroria. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!